L'automne enveloppait Paris d'un voile froid et mordant, teintant les trottoirs de feuilles mortes et les visages de résignation silencieuse. Il était un peu plus de 8 heures du matin quand Étienne Morel, emmitouflé dans un long manteau noir, s'installa à sa table habituelle en terrasse sur la place de la République. Le serveur ne demanda rien. Il savait que l'homme d'affaires prenait toujours un café noir, sans sucre, accompagné d'un croissant à peine tiède qu'il ne finissait jamais. Étienne ne venait pas là pour le petit déjeuner, mais pour être vu. Même en novembre, il tenait à s'asseoir dehors, comme pour affirmer une forme de pouvoir invisible. Patron de l'une des plus grandes sociétés immobilières de France, Morel & Fils, il avait bâti un empire à la force de son ego et de son ambition. Il était admiré pour sa réussite fulgurante, redouté pour sa froideur légendaire et connu pour n'accorder ni pardon ni seconde chance. À 54 ans, il n'avait pas de femme, pas d'amis véritables, et très peu de gens osèrent le tutoyer. Cela lui convenait parfaitement. Ce matin-là, pourtant, quelque chose dérangeait l'équilibre parfait de sa routine. Alors qu'il portait sa tasse à ses lèvres, une silhouette s'approcha de lui, petite et crasseuse, tranchant radicalement avec l'élégance bourgeoise du lieu. C'était une fillette, pas plus haute que la table, le visage couvert de saleté et les vêtements en loques. Ses cheveux emmêlés semblaient n'avoir jamais connu ni peigne ni shampoing. Étienne fronça les sourcils, prêt à appeler le serveur pour qu'on l'éloigne. Mais la fillette ne montrait aucun signe d'hésitation ni de peur. Elle planta son regard sombre dans celui d'Étienne, comme s'ils étaient deux égaux, et prononça avec un calme troublant une phrase que personne, dans toute sa carrière, n'avait jamais osé lui dire « Je suis ta nouvelle patronne ». Le silence tomba sur la terrasse. Le serveur, qui s'apprêtait à venir vers eux, s'arrêta net. Étienne posa lentement sa tasse, la main encore crispée sur l'anse. Il cligna des yeux, croyant à une mauvaise plaisanterie. Il y avait quelque chose d'étrange dans le ton de la petite, un mélange d'autorité et de certitude qui ne collait pas avec son apparence misérable. Il éclata de rire, un rire fort, sonore, presque théâtral, qui fit se tourner plusieurs têtes. Étienne n'était pas du genre à rire souvent, mais cette absurdité méritait au moins cela. Une enfant des rues qui prétendait être sa supérieure, il n'avait jamais entendu pareille ineptie. « Tu devrais essayer le théâtre », lança-t-il en reprenant son souffle. « Tu as du talent. » Mais la fillette ne souriait pas. Elle sortit de sa poche un enveloppe froissée, tachée, qu'elle tendit sans un mot. Étienne, par curiosité plus que par intérêt, la prit et l'ouvrit. À l'intérieur, un papier officiel, à l'entête du tribunal de commerce de Paris. Il le lut une première fois rapidement, puis une seconde, plus lentement. Ses sourcils se froncèrent, sa mâchoire se contracta. Le document était clair. Une procédure judiciaire avait été ouverte contre lui. Plus encore, la légitimité de sa présidence à la tête de Morel & Fils était remise en question sur la base d'une contestation d'héritage. Le nom figurant en tête du dossier était aussi étrange que dérangeant. Louise. Juste Louise, sans nom de famille. Étienne leva les yeux, mais la fillette n'était déjà plus là. Elle s'était éloignée entre les tables, marchant sans se retourner, comme si son rôle s'arrêtait là. Étienne se leva d'un bond, scrutant la rue, mais elle avait disparu dans la foule matinale. Le serveur arriva enfin, un air confus sur le visage. « Tout va bien, monsieur Morel ?» Étienne ne répondit pas. Il tenait toujours l'enveloppe dans la main, comme un talisman maudit. Il sentit un frisson remonter sa colonne vertébrale, non pas à cause du froid parisien, mais à cause de l'étrange certitude qui l'envahissait peu à peu. Cette histoire ne faisait que commencer. Il rangea le document dans la poche intérieure de son manteau, paya sans attendre la monnaie et s'éloigna à grands pas, laissant son croissant intact sur la table. Pour la première fois depuis longtemps, Étienne Morel avait le sentiment de ne plus tout contrôler. Étienne marchait d'un pas rapide dans les rues du 3e arrondissement, le col relevé, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Malgré l'épaisseur du tissu, il avait froid. Pas ce froid climatique que l'on combat avec des couches de laine ou de cachemire, mais un froid qui venait de l'intérieur, glacial, vif et profondément dérangeant. L'image de la fillette surgit de nulle part. Ces mots tranchants et cette enveloppe maudite tournaient dans son esprit comme un poison lent. Il refusait encore d'en comprendre la portée, mais une partie de lui, plus lucide que les autres, savait qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie. Et il détestait cette partie. En rentrant dans son bureau luxueux situé à 2 pas du boulevard Haussmann, il claqua la porte derrière lui, surpris de se sentir nerveux.
Il fit signe à son assistante de ne laisser entrer personne et s'enferma à double tour, comme s'il pouvait tenir le chaos à distance par une serrure. Il s'assit lourdement, sortit à nouveau le document et le lut pour la 5e fois. Les termes étaient précis, froids et juridiquement bien rédigés. Il n'y avait pas d'erreur. Le tribunal reconnaissait l'ouverture d'une contestation de succession visant directement sa position de président-directeur général de Morel & Fils. Le nom inscrit comme partie prenante était une gifle, Louise. Pas de patronyme, juste un prénom presque ironique dans sa simplicité. Elle avait laissé ce nom comme si c'était suffisant, et en vérité, ça l'était. Étienne n'avait jamais entendu parler d'une Louise dans la famille. Aucun souvenir, aucun bruit de couloir. Qui avait autorisé cette procédure? Quelle faille dans le passé avait permis à cet enfant de surgir comme une menace bien réelle? Plus il essayait de rationaliser, plus son agacement se mêlait à une forme nouvelle d'inquiétude. Il ne dormait pas cette nuit-là. Les lumières de la ville filtraient à travers les rideaux de son appartement du 16e arrondissement, et pourtant, rien ne parvenait à dissiper la brume qui s'épaississait dans son esprit. Le lendemain matin, alors qu'il tentait de retrouver son calme en lisant les notes de son conseil juridique, une alerte apparut sur son téléphone. Une convocation officielle du conseil d'administration pour une réunion extraordinaire prévue dans 3 jours. Sujet de l'ordre du jour, discussion sur la légitimité de la présidence de M. Étienne Morel à la suite d'un recours légal pour contestation successorale. Le cœur d'Étienne se serra. Il cliqua sur le document joint. Tout était signé, cacheté et transmis à tous les membres du conseil. Et ce qui le frappa le plus, ce n'était pas la procédure en elle-même, mais le nom indiqué dans la section « à l'initiative de » Claire Morel. Claire, sa sœur cadette, celle avec qui il n'échangeait plus un mot depuis 12 ans, celle qui avait quitté Paris sans un mot, refusant les invitations, les propositions de poste, les tentatives, rares mais réelles, de réconciliation. Elle vivait quelque part en Normandie, loin de l'agitation, loin de lui. Il l'avait rayée de sa vie avec la froideur d'un bilan comptable, et voilà qu'elle ressurgissait non pas avec une lettre ou une tentative de dialogue, mais avec une procédure judiciaire dirigée contre lui. Le coup était aussi brutal qu'inattendu. Il chercha immédiatement à la joindre, mais aucune des anciennes adresses ni des numéros qu'il possédait n'était actif. Même ses contacts au sein des services fiscaux, qu'il utilisait parfois pour des vérifications discrètes, ne purent lui fournir une localisation précise. Claire s'était effacée du système, mais le nom de Louise apparaissait encore, cette fois dans les annexes du dossier. Louise, héritière légitime selon les dispositions testamentaires de Julien Morel. Julien. Étienne sentit sa gorge se nouer. Julien, l'aîné. Le frère brillant, idéaliste, disparu dans des circonstances troubles il y a 15 ans, au plus fort d'un scandale interne à l'entreprise, officiellement porté disparu, sans trace, sans adieu. Étienne avait toujours affirmé qu'il avait fui ses responsabilités après avoir trahi la société familiale dans une série de transactions douteuses. Mais maintenant, un autre scénario prenait forme. Julien n'était peut-être pas simplement un fuyard, il était peut-être un père. Et Louise, cette petite fille au regard ferme, en serait le fruit. La réunion du conseil approchait. Étienne, dans un mélange de fureur et de déni, décida d'accélérer les recherches. Il convoqua ses avocats, fit appel à un détective privé, consulta discrètement un juge à la retraite. Il voulait comprendre, savoir d'où venait cet enfant et surtout, quels étaient ses droits. Mais les premières réponses ne firent qu'alimenter son malaise. Il apprit que le document laissé par Louise était juridiquement valide, que la procédure avait été introduite avec des pièces justificatives, dont certaines portaient des sceaux d'authenticité incontestables. Il n'y avait aucune trace d'erreur formelle. La requête était solide. Pendant ce temps, les murmures commençaient à courir dans les couloirs de Morel & Fils. Les assistants, les secrétaires, les analystes, tous sentaient qu'un vent de changement soufflait sur la tour d'acier qui dominait les Champs-Élysées. Étienne, d'ordinaire si imposant, paraissait distrait, nerveux. Il passait plus de temps enfermé dans son bureau, répondait sèchement, et son regard auparavant acéré semblait parfois chercher un point d'ancrage qu'il ne trouvait plus. Le jour de la réunion arriva. Étienne entra dans la salle de conférence vêtu d'un costume anthracite sur mesure, le visage impassible, maquillé de calme apparent. Mais à l'intérieur, le doute le rongeait. Les membres du conseil étaient déjà là,
certains évitant son regard, d'autres le saluant avec une politesse distante. Et puis, dans un silence surprenant, la porte s'ouvrit une dernière fois. Louise entra. Elle portait une robe sobre, propre, un manteau trop grand pour elle, et ses cheveux étaient attachés en queue de cheval. Malgré la transformation, elle restait la même. Cette fillette au regard qui ne cédait pas, qui ne baissait jamais les yeux. Elle n'avait pas peur. Elle avait dans les mains un dossier qu'elle posa devant elle sans un mot. Claire la suivait, visiblement changée par les années, plus calme, mais avec la même dignité discrète de leur enfance. Personne ne parla pendant de longues secondes. Le président du conseil prit enfin la parole pour lancer l'ordre du jour. Étienne, figé dans sa chaise, savait qu'il venait de franchir un seuil invisible. Rien ne serait plus jamais comme avant. Le silence qui s'était abattu sur la salle de réunion ressemblait davantage à celui d'un tribunal qu'à celui d'une assemblée d'affaires. Chacun des membres du conseil observait tour à tour Étienne, Claire et la petite Louise, comme s'ils tentèrent de recomposer un puzzle, dont les pièces, longtemps éparpillées, s'imbriquaient enfin. L'air était lourd, pas à cause de la température, mais à cause de ce nom. Julien. Étienne le lisait encore et encore dans les documents étalés sur la table. Julien Morel. Un nom qu'il avait passé des années à effacer, à faire taire, à enterrer sous des rapports financiers et des décisions de gestion. Ce nom qui, désormais, revenait pour le frapper en pleine face. Claire, d'une voix posée mais ferme, lut à haute voix un extrait du testament retrouvé. C'était une copie certifiée conforme, déposée auprès d'un notaire à Rouen, datée de 15 ans plus tôt. L'acte stipulait clairement que, dans le cas où Julien venait à disparaître, la totalité de ses parts dans l'entreprise serait transférée à son héritière légitime, à condition qu'elle soit identifiée et présentée au conseil avant son 10e anniversaire. Étienne avait lu ce passage la veille, mais l'entendre prononcer ainsi, devant l'ensemble des administrateurs, donnait à ces mots une violence qu'aucune page ne pouvait contenir. Il tenta de réagir, mais les murmures autour de la table l'en empêchèrent. Certains directeurs s'interrogeaient à voix basse. D'autres échangeaient des regards inquiets. Puis l'un d'eux, un homme d'une 60aine d'années, au visage sec et au regard vif, demanda d'une voix neutre « Mademoiselle Louise est-elle bien la fille biologique de Julien Morel ?» Claire se redressa. Louise, à sa droite, ne broncha pas. Elle tendit un autre document. Un test ADN certifié comparant son profil génétique à celui d'un objet conservé dans les effets personnels de Julien, confié à Claire peu avant sa disparition. Le laboratoire ayant mené l'analyse figurait parmi les plus réputés d'Europe. Aucun doute n'était permis. Étienne sentit ses tempes battre. Il savait que contester ces preuves ne serait pas simple. Tout semblait préparé avec un soin méthodique. Mais ce qui le rongeait plus encore que la perte potentielle de son pouvoir, c'était cette sensation insupportable de trahison. Claire avait agi dans son dos. Pendant toutes ces années, elle avait su. Elle avait gardé le silence, élevé cet enfant dans l'ombre, et maintenant elle revenait pour lui arracher ce qu'il croyait inattaquable. Il se leva brusquement, interpellant l'assemblée d'un ton sec. « Ce que vous voyez ici, c'est une manipulation. Julien a fui la société, la famille. Il a trahi notre nom. Et maintenant, vous voudriez confier notre avenir à une enfant, une gamine sortie de nulle part ?» Sa voix, pourtant puissante, résonnait creuse dans la pièce. Personne ne lui répondit immédiatement. Le président du conseil consulta les documents, puis leva les yeux vers lui. « Monsieur Morel, ce que vous qualifiez de manipulation est en réalité une disposition testamentaire enregistrée, vérifiée et conforme au droit. Le fait que vous n'en ayez jamais parlé ou que cela ait été ignoré jusqu'à maintenant ne suffit pas à l'invalider. » Étienne se rassit lentement. Louise le regardait toujours. Un regard silencieux, mais implacable. Il y avait quelque chose de terriblement adulte dans sa manière de tenir tête à cette salle pleine d'hommes et de femmes influents. Elle n'était pas là pour jouer un rôle. Elle était là parce qu'elle savait ce qu'elle représentait. Et cela rendait Étienne furieux. Dans les jours qui suivirent, la tension dans l'entreprise monta. Étienne tenta de reprendre le contrôle, organisant des réunions, contactant ses alliés, cherchant le soutien d'anciens partenaires. Mais à chaque tentative, il sentait le sol se dérober un peu plus sous ses pieds. Il avait toujours su que son règne tenait autant à son autorité qu'à la peur qu'il inspirait. Mais la peur s'évanouissait désormais devant l'incertitude. Et l'incertitude, elle, naissait du passé qu'il avait voulu oublier.
Une semaine après la réunion, il reçut une visite inattendue. Un jeune avocat, représentant les intérêts de Claire et de Louise, demanda à le rencontrer en privé. Étienne accepta, curieux de ce que l'autre partie voulait obtenir. Ils se retrouvèrent dans un salon feutré, à l'intérieur de l'immeuble de Morel & Fields. L'homme, à peine trentenaire, au visage sans expression, alla droit au but. « Monsieur Morel, ma cliente n'a aucune intention de provoquer un conflit ouvert. Mais le testament est clair, et nous avons les preuves nécessaires pour faire valoir ses droits devant n'importe quelle juridiction. Nous sommes ici pour proposer une solution négociée. Louise n'a pas encore 10 ans. Elle ne peut pas diriger une entreprise. Ce que nous demandons, c'est la reconnaissance immédiate de sa qualité d'héritière et l'organisation d'une transition dans laquelle vous pouvez jouer un rôle si vous l'acceptez. » Étienne resta silencieux. Ce qu'on lui proposait, c'était une sortie digne, une façon de ne pas tomber mais de céder lentement, en gardant une apparence de contrôle. Il connaissait ce type de manœuvre. Il les avait lui-même utilisées contre d'anciens rivaux. Mais cette fois, il était de l'autre côté. Et il n'aimait pas ce qu'il ressentait. Il congédia l'avocat sans donner de réponse. Il n'était pas prêt à céder. Pas maintenant. Pas ainsi. Le lendemain, il décida de se rendre là où il n'avait jamais mis les pieds depuis plus d'une décennie. Chez Claire. Il retrouva son adresse dans d'anciens dossiers et partit pour la Normandie. Le trajet en voiture fut long, ponctué de silence et de souvenirs refoulés. Il se souvenait de Claire enfant, rieuse, complice de Julien. Il se rappelait leur mère, la vieille maison de famille, les étés sur la côte, puis plus tard les tensions, les disputes, l'effondrement de leur entente. Il arriva en fin d'après-midi devant une maison modeste, en pierre, entourée de champs. Claire l'attendait sur le seuil, comme si elle avait su qu'il viendrait. Elle ne dit rien en le voyant. Il non plus. Ils se fixèrent un long moment, puis elle fit un pas de côté et il entra. Ce qu'ils allaient dire maintenant allait changer le cours de toute leur histoire. La porte se referma dans un grincement sec, suivi d'un silence dense, trop lourd pour une simple pièce de campagne. Étienne resta debout dans l'entrée, les bras croisés, comme s'il ne savait pas par où commencer ou comme s'il ne voulait pas accorder à Claire le privilège de diriger cette conversation. Mais elle, sans se presser, traversa le couloir et entra dans le salon, le même dans lequel autrefois leurs parents prenaient le thé en fin d'après-midi. Rien n'avait vraiment changé depuis. Même les rideaux semblaient être les mêmes, pâlis par le temps mais intacts. Étienne sentit une bouffée de souvenirs remonter, non pas avec nostalgie mais avec une amertume qu'il croyait avoir rangée à jamais. Claire lui fit signe de s'asseoir. Il refusa, d'un geste presque imperceptible, et resta debout, les mains dans les poches de son manteau. Elle s'assit pourtant, droite, les jambes croisées, le regard posé sur lui, avec cette sérénité calme qui l'avait toujours agacé. Après quelques secondes de silence, elle prit la parole, sans détour. « Tu savais au fond de toi que ça finirait par arriver. Ce genre de vérité ne disparaît jamais. Elle attend. » Étienne serra la mâchoire, le regard dur. Julien est mort. Il est mort le jour où il a trahi la famille et l'entreprise. Claire secoua lentement la tête, puis se pencha vers une vieille commode près de la cheminée. Elle en tira une boîte en fer, cabossée, qu'elle posa sur la table devant elle. Elle l'ouvrit, en sortit des papiers jaunis, des carnets, des enveloppes fermées. Étienne reconnut immédiatement l'écriture de son frère. C'était celle de Julien, fine, précise, toujours soignée. Il n'a jamais trahi qui que ce soit, Étienne. Il s'est sacrifié. Et tu as laissé les autres l'accuser sans jamais dire un mot. La voix de Claire ne tremblait pas. Elle n'implorait pas, elle n'accusait pas avec colère, mais chaque mot tombait comme une lame froide. Étienne s'approcha enfin, posa une main sur le dossier du fauteuil en face d'elle, sans s'asseoir. Il fixa les lettres, mais ne les toucha pas. Il a disparu. Il s'est volatilisé comme un lâche. Il nous a laissé ramasser les morceaux. « Non », répondit-elle aussitôt. Il est parti parce qu'on lui avait donné un choix impossible. Soit il faisait tomber un membre influent du Conseil, avec toutes les conséquences que cela aurait eu pour la société et la presse, soit il assumait seul la responsabilité d'un montage frauduleux qu'il n'avait pas initié. Et toi, tu le savais. Tu l'as laissé faire. Étienne se détourna, s'éloigna vers la fenêtre. Le jardin derrière la maison était recouvert d'un tapis de feuilles mortes. Il se souvenait vaguement de ce paysage, enfant, quand il courait entre les pommiers insouciants. Ce temps était révolu, il le savait. Il n'était pas venu pour ressasser l'enfance, mais pour comprendre ce qui le menaçait aujourd'hui. Et cette fille, Louise, tu l'as élevée en cachette pendant toutes ces années,
Sans jamais m'en parler? Sans jamais prévenir personne? Claire soupira, se leva, contourna la table, s'approcha lentement de lui. Elle a grandi ici, oui. Elle a connu les champs, les animaux, l'école du village. Julien l'a confiée à moi peu avant sa disparition, avec une lettre, des consignes et un testament. Il savait que son retour serait impossible. Il avait compris que vous ne lui pardonneriez jamais. Il avait encore confiance en moi, alors je l'ai protégé. Pas contre toi, mais contre ce monde que tu avais contribué à durcir. Étienne resta figé, les yeux sur le paysage, sans vraiment le voir. Les mots de Claire résonnaient dans sa tête avec une brutalité nouvelle. Il n'arrivait pas à se représenter Julien comme un père. Julien, le grand frère un peu trop idéaliste, le rêveur qu'il méprisait secrètement. Et pourtant, cet enfant, elle avait ce regard, ce même feu tranquille que Julien portait dans les yeux quand il croyait à une idée. Pourquoi maintenant? Pourquoi attendre qu'elle ait presque 10 ans pour apparaître comme une menace? Parce que Julien l'avait écrit. Il voulait qu'elle grandisse libre, loin de la guerre des conseils, des parts de marché, des actionnaires. Il avait prévu que si, à l'approche de son 10e anniversaire, elle voulait connaître son histoire, alors seulement je l'aiderais à revendiquer son droit. C'était son dernier vœu. Étienne tourna lentement la tête vers sa sœur. Son visage n'avait plus la même dureté. Il y avait dans son regard quelque chose de plus trouble, presque une confusion qu'il ne savait pas nommer. Un homme de son rang, de son pouvoir, ébranlé par la volonté d'un frère qu'il avait méprisé, et par une fillette dont il ne savait encore rien, mais qui portait maintenant une légitimité qu'aucun contrat ne pouvait balayer. « Tu aurais dû me le dire », murmura-t-il. « Tu n'aurais rien voulu entendre. » Il ne répondit pas. Claire retourna vers la table, rangea les lettres dans la boîte sans lui proposer de les lire. Elle savait qu'il reviendrait à elle plus tard, seul, quand la colère serait passée. Étienne s'éloigna, traversa le couloir, ouvrit la porte d'entrée. L'air de la campagne lui sembla plus lourd que d'habitude. Avant de partir, il se retourna une dernière fois. « Tu penses qu'elle est prête? Elle l'est plus que nous ne l'avons jamais été. » Étienne hocha lentement la tête et descendit les 3 marches de pierre. Il ne se retourna pas en s'éloignant. Mais cette fois, il ne fuyait pas. Il rentrait à Paris avec une vérité qui le suivrait jusqu'au bout. Lorsqu'Étienne revint à Paris, son visage ne trahissait plus la moindre émotion. Il avait passé 2 jours dans le silence presque monastique de la maison de Claire, enfermé avec ses souvenirs et confronté à une vérité qu'il avait tenté d'écraser pendant des années. Il n'en parla à personne, pas même à ses avocats, mais quelque chose en lui avait bougé. Pas un remords, pas un regret. Ce n'était pas dans sa nature. Plutôt une lucidité froide, une acceptation brutale qu'il avait laissé une faille s'ouvrir sous ses pieds. Et dans cette faille s'engouffrait à présent une menace réelle, incontestable, incarnée par une fillette au regard de fer et un frère qu'il avait condamné sans procès. Il retourna à son bureau, fit fermer les portes, interdit toute interruption et demanda à son assistante personnelle de lui apporter tous les documents anciens, archives notariales, correspondances juridiques et surtout tout ce qui concernait la succession de Julien Morel. Il passa la journée enfermé, penché sur des piles de dossiers poussiéreux, déterrant des papiers que personne n'avait touchés depuis des années. Il savait ce qu'il cherchait, une faille, une erreur, une clause oubliée. Ou mieux encore, une incohérence juridique qui lui permettrait de reprendre le contrôle. En fin d'après-midi, il trouva ce qu'il cherchait. C'était un exemplaire original du testament de Julien, non enregistré auprès des institutions officielles, mais tamponné par le cabinet notarial de Rouen, où Claire s'était rendue. Ce document, d'une dizaine de pages, portait la signature manuscrite de Julien, datée de 3 mois avant sa disparition. Étienne lut chaque ligne avec une attention chirurgicale. Et ce qu'il découvrit fit naître en lui une tension encore plus grande que celle de l'incertitude. La clause centrale stipulait que tous les droits successoraux de Julien seraient transférés à sa fille biologique, à condition qu'elle se présente avec une preuve irréfutable de sa filiation avant son 10e anniversaire. Si elle échouait à le faire, pour quelque raison que ce soit, l'ensemble des parts reviendrait à la fondation familiale, placée sous la gestion du conseil. Ce détail changeait tout. Cela signifiait que la présidence d'Étienne n'était pas seulement en jeu, mais aussi la légitimité de l'héritière. Le temps devenait une donnée essentielle. Or, dans le calendrier judiciaire, 1 semaine est une éternité. Et Louise n'avait plus qu'1 semaine. Étienne posa lentement le document sur son bureau
et se redressa. Il réfléchit longuement, les mains croisées derrière le dos, face à la baie vitrée de son bureau qui surplombait la ville. Il n'était pas encore perdu. Le testament offrait une échappatoire. Si, d'une manière ou d'une autre, il pouvait ralentir la procédure, créer un délai, obtenir un ajournement, même symbolique, il pouvait annuler la clause. Et alors, tout reviendrait entre ses mains. Il convoqua immédiatement son équipe juridique. Les meilleurs avocats de Paris se retrouvèrent dans la grande salle de réunion du dernier étage. Il leur exposa la clause, leur demanda une analyse complète et rapide des options légales pour freiner le processus en cours. Il parlait peu, mais chaque mot était précis, tranchant. Il ne laissa aucune place à l'interprétation. Il ne voulait pas de compromis. Il voulait un levier, un point de pression, une faille. Pendant que les juristes travaillaient, Étienne fit appel à un de ses anciens collaborateurs, un homme spécialisé dans les affaires notariales complexes. Il l'envoya en Normandie, avec pour mission de trouver une preuve d'irrégularité dans le dépôt du testament, un vice de forme, une erreur de procédure, même minime, tout ce qui pouvait ralentir la reconnaissance officielle de Louise. En parallèle, il contacta des services d'archives de l'état civil. Il demanda à vérifier les documents de naissance de Louise, cherchant un détail contradictoire, une date floue, un nom manquant. Il était prêt à retourner chaque pierre, à payer chaque silence, à manipuler chaque angle mort de l'administration, pourvu que cela lui permette de gagner du temps. Ce n'était pas une guerre morale, c'était une bataille de procédure. Et dans ce domaine, Étienne était un stratège redoutable. Les jours suivants furent d'une intensité extrême. Étienne recevait des rapports à toute heure. Le temps, cette variable invisible, était devenu son ennemi principal. Louise, de son côté, avait été discrète. Aucun mouvement, aucune déclaration publique. Claire aussi gardait le silence. Ce calme apparent renforçait la tension d'Étienne. Il savait que leurs avocats n'étaient pas inactifs. Le terrain se préparait dans l'ombre. Une nouvelle rencontre du Conseil fut programmée, cette fois en présence d'un médiateur judiciaire, désigné pour évaluer la situation. Étienne, toujours en poste officiellement, dut participer. Il entra dans la salle comme à son habitude, droit, le visage impassible, entouré de ses conseillers. Mais en face de lui, Louise était à nouveau présente, plus calme encore que la première fois, vêtue d'un tailleur simple, assise aux côtés de Claire. Elle n'avait pas peur. Elle avait compris les règles du jeu et cela glaçait Étienne bien plus que n'importe quel argument juridique. Lorsque le médiateur prit la parole, il annonça que l'évaluation des documents présentés par les deux parties était en cours et que le tribunal se prononcerait bientôt sur la légitimité de la demande de succession. Étienne demanda la parole, présenta une requête d'ajournement au motif d'une vérification en cours des conditions de dépôt du testament. Le médiateur l'écouta, impassible, puis annonça qu'il soumettrait la demande au juge compétent. Il n'y aurait pas de réponse immédiate. Après la séance, dans les couloirs silencieux du siège, Étienne croisa Claire seule. Elle s'arrêta, le fixa quelques secondes, puis dit simplement « Tu veux jouer avec le temps, mais le temps, lui, ne joue jamais avec nous. » Il ne répondit pas. Il la regarda s'éloigner, puis rentra dans son bureau. Il savait que chaque minute comptait. Louise allait bientôt avoir 10 ans. Et s'il échouait à créer un obstacle juridique avant cette date, tout serait perdu. Il ne pouvait pas se permettre de perdre, pas après avoir tout sacrifié pour arriver là où il était, pas maintenant, pas à cause d'un testament vieux de 15 ans, pas à cause d'une enfant qu'il n'avait jamais voulu dans son monde. La matinée s'annonçait grise et froide sur Paris. Une pluie fine s'étirait sur les vitres du siège de Morel en fils, perlant comme des gouttes de tension suspendues dans l'air. Le conseil d'administration se réunissait en session extraordinaire, à huis clos, dans la grande salle du 14e étage, celle réservée aux décisions les plus sensibles, aux votes décisifs. Étienne arriva en avance, escorté par 2 de ses conseillers juridiques. Il portait un costume noir strict, cravate anthracite, regard dur, silhouette raide. Personne ne lui adressa plus de formule de politesse qu'exactement nécessaire. La distance avec lui, naguère dictée par le respect, semblait désormais mue par une prudence silencieuse. Chaque siège autour de la table ovale fut occupé. Les membres du conseil étaient là, certains visiblement nerveux, d'autres curieux, tous conscients qu'ils assistaient à un moment unique de l'histoire de l'entreprise. Étienne ne regardait personne. Il compulsait les documents devant lui, comme s'il s'agissait d'un simple dossier budgétaire. Mais il savait que cette réunion n'était pas comme les autres.
et il savait aussi que le pouvoir dont il jouissait jusqu'alors ne le protégerait plus de ce qui allait venir. À 9 heures précises, la porte s'ouvrit à nouveau. Le silence se fit immédiatement. Louise entra. Elle ne ressemblait en rien à la petite mendiante que beaucoup avaient imaginée d'après les premières rumeurs. Elle portait un manteau beige ajusté, une robe bleu foncé, des chaussures vernies sobres. Ses cheveux étaient tirés en arrière avec soin, et son regard, toujours aussi intense, scrutait chaque visage dans la salle sans détour. À ses côtés, Claire, droite, déterminée, avançait sans ralentir. Derrière elle, un notaire, 2 avocats et une huissière de justice entraient à leur tour, portant un dossier scellé. Étienne ne bougea pas. Il suivit la scène du regard, comme s'il observait une pièce de théâtre qu'il avait déjà vue, mais dont le dénouement lui échappait encore. Louise s'assit calmement à la place qui lui avait été réservée. Elle ne disait rien, mais elle n'avait pas besoin de parler. Sa présence seule bouleversait l'équilibre établi. Le président du conseil ouvrit la séance, la voix tendue par le poids du moment. Il rappela brièvement le contexte. La contestation de la présidence actuelle de l'entreprise par une héritière présentée comme légitime selon le testament de Julien Morel. Il précisa que le conseil n'était pas là pour trancher sur le fond juridique de la succession, compétence réservée au tribunal, mais pour évaluer la position de la direction à la lumière des nouvelles informations et envisager une possible mesure conservatoire. À ce moment, l'un des avocats de Louise se leva. Il présenta les pièces justificatives, le testament original, les analyses génétiques, les extraits d'actes de naissance, les certificats notariés et une attestation de Claire confirmant avoir élevé Louise conformément aux dernières volontés de Julien. Chaque document fut distribué aux membres du conseil. Le notaire en détailla l'authenticité, citant les références légales, les dates d'enregistrement, les témoins présents à l'époque. Aucun détail ne fut omis. Étienne ne dit toujours rien. Il lisait chaque page avec une attention méticuleuse, cherchant des failles, des imprécisions. Mais tout était rédigé avec une précision implacable. Ce n'était pas une simple tentative de déstabilisation. C'était une offensive stratégique, appuyée sur des faits solides. Lorsque vint son tour de parole, il se leva lentement, posa les 2 mains sur la table et fixa tour à tour chaque membre du conseil. Il parla d'une voix ferme, maîtrisée, pesant chaque mot. « Je ne remets pas en cause l'émotion que peut susciter cette situation. Je comprends le poids du nom de Julien, la charge symbolique de ce retour. Mais nous sommes ici pour diriger une entreprise, pas pour écrire un roman familial. Ce que je vous demande, c'est de considérer l'avenir de Morel & Fils. Nous ne pouvons pas nous permettre une transition hasardeuse, un changement précipité de gouvernance. Laissez la justice faire son travail. Nous avons des contrats à honorer, des projets à sécuriser, des centaines d'employés qui attendent de la stabilité. » Il n'y eut aucune réaction immédiate. Étienne se rassit, conscient d'avoir peut-être marqué des points auprès des membres les plus pragmatiques. Mais à peine s'était-il calé contre le dossier de sa chaise que Louise demanda la parole. Le président du conseil, surpris, hésita un instant, puis acquiesça. Elle se leva, ses mains jointes devant elle, puis regarda chacun droit dans les yeux comme Étienne l'avait fait. « Je ne suis pas là pour prendre votre entreprise de force. Je suis ici parce que mon père, Julien Morel, avait confiance dans ce que vous étiez censé défendre. Une entreprise familiale fondée sur la confiance, la continuité et la justice. Je n'ai que 9 ans, mais je sais ce que c'est que de dormir dans la rue, de ne pas avoir de toit, de ne pas avoir de nom. Aujourd'hui, vous avez devant vous une décision à prendre, pas pour moi, pour ce que cette entreprise est censée représenter. » Elle se rassit sans théâtralité, avec une simplicité déroutante. Le silence retomba, plus lourd encore qu'avant. Un à un, les membres du conseil prirent brièvement la parole. Certains exprimaient leur hésitation, d'autres leur surprise. Personne ne semblait prêt à voter immédiatement. Mais tous reconnaissaient que le dossier présenté était sérieux, documenté et porteur d'enjeux profonds. Le président du conseil proposa de suspendre la séance pour délibération privée. Dans les couloirs, Étienne resta seul, observant Paris à travers les baies vitrées. Il n'écoutait pas ses conseillers. Il repensait aux mots de Louise, à la manière dont elle avait retourné cette assemblée sans artifice, sans stratégie apparente. Il avait construit sa carrière sur la puissance, l'autorité, le contrôle absolu. Elle venait de bouleverser tout cela en quelques phrases. Lorsque la séance reprit, aucune décision formelle ne fut prise.
Le conseil annonça qu'il reporterait sa conclusion à une date très proche, laissant entendre que le processus judiciaire influencerait fortement le verdict final. Mais pour Étienne, l'alerte était claire. Il n'avait plus le monopole de la parole. Il n'était plus seul à la table. Et pour la première fois depuis des années, il sentit que la place qu'il croyait éternelle était vacillante. En sortant de la salle, il croisa Louise. Elle ne lui adressa pas un mot, mais dans son regard, il lut quelque chose de précis. Elle ne voulait pas seulement hériter, elle voulait reconstruire, et elle n'avait pas l'intention d'attendre que les autres la laissent faire. Le bureau d'Étienne était plongé dans un silence glacial, seulement brisé par le bruit régulier des feuilles de papier qu'il retournait avec des gestes secs. Une nouvelle tension régnait dans l'air, différente de celle des conflits passés, plus insidieuse. Cette fois, ce n'était pas un concurrent agressif, un rachat hostile, ni une crise financière. C'était une guerre souterraine, faite de documents, de souvenirs déterrés, de vérités anciennes qu'il n'avait jamais voulu voir ressurgir. Et pourtant, elles étaient là, incarnées par une fillette de 9 ans, dont la détermination silencieuse avait fissuré les fondations mêmes de son empire. Étienne n'avait plus le luxe de l'arrogance passive. L'heure n'était plus au mépris. Il devait riposter. Il devait trouver une faille dans ce qui, en surface, ressemblait à un héritage parfait. Il convoqua aussitôt ses collaborateurs les plus proches, mais les visages étaient différents, moins fermes, moins fidèles. L'affaire de succession avait brisé quelque chose dans les rangs. Certains doutaient, d'autres attendaient de voir de quel côté tomberaient les premières décisions officielles. Ce flottement ne faisait qu'alimenter la rage froide d'Étienne. Il décida alors de reprendre le contrôle à sa manière. Il engagea un cabinet d'enquête privé, discret, réputé pour ses interventions dans des affaires de haute sensibilité. Il ne s'agissait pas de prouver que Louise mentait. Les documents juridiques étaient trop solides, mais de chercher dans son passé une faille, une incohérence, une contradiction. Toute irrégularité dans sa vie, dans sa scolarité, dans sa garde, dans ses papiers d'identité pouvait être utilisée comme levier pour ralentir, voire contester la reconnaissance de ses droits. Les enquêteurs commencèrent par le village normand où elle avait grandi. Ils interrogèrent les enseignants, les voisins, les commerçants. Tous parlèrent d'une enfant douce, intelligente, très discrète. Rien dans son comportement ne suggérait une instabilité ou un quelconque écart de conduite. Mais Étienne n'était pas intéressé par des éloges. Il voulait des détails administratifs. Il fouilla les dossiers de l'aide sociale, les certificats médicaux, les dossiers scolaires. Un nom de médecin absent sur une fiche, une adresse manquante sur un formulaire, un changement de tuteur non justifié, tout devenait matière à creuser. Parallèlement, il exerça une pression invisible mais constante sur certains greffiers, anciens contacts dans l'administration notariale. Il cherchait à discréditer le cabinet qui avait enregistré le testament de Julien. Il voulait savoir si, à l'époque, une procédure avait pu être contournée, si un sceau avait été apposé sans vérification complète. Ces méthodes, qu'il avait déjà utilisées dans d'autres affaires, lui avaient permis d'éviter plusieurs scandales. Mais cette fois, les retours étaient frustrants. Rien d'illégal, rien d'irrégulier. Il s'attaqua alors à Claire. Il demanda un audit discret sur ses finances, ses propriétés, ses déplacements passés. Il espérait trouver un lien avec un membre du conseil, un conflit d'intérêts, une somme d'argent transférée qui aurait pu être interprétée comme une tentative de manipulation. Mais là encore, tout était propre, trop propre en fait. Étienne sentait que Claire avait anticipé ce genre de réaction et préparé son terrain avec une rigueur militaire. Plus les jours passaient, plus il s'enfonçait dans un labyrinthe de pistes sans issue, et pendant ce temps, Louise gagnait en crédibilité. Les journaux commençaient à parler de l'affaire, d'abord dans les colonnes économiques, puis dans les sections société. L'héritière cachée de l'Empire Morel, une enfant de la rue à la tête d'une fortune, révolution silencieuse dans les hautes sphères de l'immobilier. Même les médias internationaux commençaient à relayer l'affaire. Étienne détestait perdre le contrôle du récit. Il ne répondait à aucune demande de la presse. Il savait que chaque mot prononcé pouvait se retourner contre lui. Au sein de l'entreprise, le climat changeait aussi. Certains cadres de longue date gardaient leur loyauté, mais la majorité commençait à se positionner de manière plus prudente. On parlait de restructuration, de renouvellement, de souffle nouveau. L'image d'Étienne, autrefois celle du bâtisseur impitoyable, commençait à se fissurer. Il le sentait dans les couloirs,
dans les silences, dans les regards évités. Un matin, il apprit que 2 actionnaires historiques, jusque-là fidèles, avaient rencontré Claire et Louise dans un cadre privé. Aucun détail ne filtra, mais l'information suffisait à faire comprendre à Étienne que les lignes bougeaient. Ces hommes, qu'il croyait inébranlables, envisageaient déjà un avenir sans lui. Dans un dernier effort, Étienne tenta de provoquer une révision légale de la clause testamentaire. Il fit appel à un juriste constitutionnaliste, en espérant que l'âge de Louise puisse être utilisé pour arguer d'une impossibilité d'exercice de pouvoir réel, même symbolique. L'idée était de prouver qu'un mineur, quel que soit son droit successoral, ne pouvait en pratique diriger ou influencer les décisions stratégiques d'un groupe de cette taille. Mais l'argument s'écroula rapidement. Claire, désignée comme tutrice dans le testament, assurait l'intérim légalement, en toute conformité. Rien à contester. Lentement, Étienne se rendait à l'évidence. Chaque porte qu'il ouvrait menait à un mur. Il n'y avait ni erreur, ni faille, ni complot. Ce qu'il affrontait, c'était une vérité qu'il avait ignorée, puis refusée, et qu'il tentait désormais d'écraser comme un ennemi. Mais Louise ne s'effaçait pas. Pire, elle ne fléchissait pas. Un soir, seul dans son appartement, il relut les lettres que Claire lui avait remises, celles de Julien. Il n'en comprenait pas tout. Il ne voulait pas comprendre. Mais une phrase revenait encore et encore, inscrite dans une lettre datée de l'année de sa disparition. « Tu peux effacer mon nom de tes bilans, Étienne, mais tu ne pourras jamais empêcher ma fille de le faire revivre. » Ce soir-là, Étienne ne dormit pas. Pour la première fois depuis le début de cette guerre froide, il réalisa qu'il n'était peut-être pas en train de défendre son héritage. Il était peut-être simplement en train de retarder l'inévitable. La salle de réunion du 14e étage, habituellement neutre et silencieuse, respirait désormais une tension palpable. Étienne y entra ce matin-là avec la même rigidité de geste qu'à son habitude, mais ses yeux trahissaient une vigilance accrue, presque une crainte contenue. Depuis des semaines, il manœuvrait en coulisses pour déstabiliser Louise, semer le doute, retarder le processus. Il avait utilisé toutes les ressources à sa disposition. Mais ce jour-là, quelque chose dans l'air lui disait qu'il n'était plus celui qui contrôlait la pièce. Il le sentit dès qu'il franchit le seuil. Tous les membres du conseil étaient présents, y compris ceux qui s'étaient montrés réticents à venir aux dernières réunions. Le ton des conversations, bien que feutré, était plus animé qu'à l'accoutumée. Lorsqu'il prit place à l'extrémité de la table, personne ne s'interrompit pour le saluer formellement. C'était un détail infime, mais il comprit aussitôt que quelque chose avait changé. Claire arriva quelques minutes plus tard, suivie de Louise. La fillette, toujours aussi droite, portait une veste bleu foncé et un pantalon assorti, sans fioritures. Son regard allait d'un visage à l'autre, comme si elle enregistrait l'humeur générale. Elle ne chercha pas Étienne du regard. Elle savait qu'il était là, mais elle n'avait pas besoin de le fixer pour lui rappeler sa présence. Son silence en disait plus long que toutes les accusations. Ce fut Marc Dubois qui entra en dernier. Étienne, en le voyant, sentit immédiatement que le danger venait de là. Marc était un des plus anciens membres du conseil, un homme de l'ombre mais essentiel. Présent depuis les débuts de Morel & Fils, il connaissait les rouages de la société mieux que quiconque. Il avait toujours été loyal, discret, mais fidèle à Étienne, ou du moins, c'est ce qu'il avait toujours laissé croire. Son influence au sein du conseil était réelle, bien que rarement affichée. Mais ce matin-là, il n'y avait aucune hésitation dans sa démarche. Il portait une mallette qu'il posa devant lui, avant de s'adresser au président du conseil, sans passer par les formules habituelles. « Monsieur le Président, je demande à intervenir en priorité avant l'ouverture de l'ordre du jour. » La surprise fut générale, mais le président, visiblement informé à l'avance, accepta sans commentaire. Marc se leva, ouvrit sa mallette, en sortit un dossier épais qu'il posa au centre de la table. « Ce que je m'apprête à présenter est un ensemble de documents que je conserve depuis des années. Je ne les ai jamais rendus publics jusqu'ici, par loyauté envers la famille Morel, mais les circonstances actuelles, ainsi que ma conscience, m'obligent à rompre ce silence. » Le cœur d'Étienne se contracta. Il comprit, avant même que les papiers ne soient dépliés, que ce moment allait marquer un tournant. Et il avait raison. Marc dévoila un dossier structuré contenant des lettres manuscrites de Julien, des photographies prises après sa disparition présumée, des enregistrements audio de conversations entre lui et Claire, ainsi qu'un carnet dans lequel Julien décrivait avec précision la pression qu'il avait subie à l'époque du scandale.
Il y détaillait notamment comment Étienne l'avait poussé à assumer la responsabilité d'erreurs comptables pour protéger l'image de l'entreprise. Les lettres montraient un homme qui n'avait pas fui par lâcheté, mais pour protéger sa fille, sa sœur et le peu d'honneur qu'il lui restait. Chaque pièce était accompagnée d'un certificat d'authenticité. Les enregistrements, bien que vieux, avaient été nettoyés et analysés. La voix de Julien y était reconnaissable, et les mots qu'il y prononçait faisaient voler en éclats la version officielle entretenue pendant des années par Étienne. Pendant que Marc présentait le contenu du dossier, Étienne ne bougea pas. Il ne tenta pas d'interrompre. Il ne nia pas. Il savait que tout effort de défense, à cet instant précis, serait interprété comme une fuite en avant. Il comprenait aussi, d'une manière brutale, que Marc n'avait pas agi seul. Il avait préparé cela avec Claire, peut-être avec Louise elle-même. Ce dossier, aussi explosif qu'irréfutable, avait été gardé pour frapper au moment le plus stratégique. Une fois les documents exposés, le silence qui suivit fut étourdissant. Même les habituels bavardages étouffés avaient disparu. Tous les regards se tournèrent vers Étienne. Mais il resta impassible, bien qu'à l'intérieur, une tempête grondait. Marc reprit la parole d'un ton plus personnel cette fois. « J'ai été loyal envers Étienne pendant plus de 20 ans. Je n'ai rien dit quand j'ai découvert la vérité. J'ai fermé les yeux sur ce que Julien avait confié, parce que je croyais que l'intérêt de l'entreprise le justifiait. Aujourd'hui, je comprends que c'était une erreur. L'entreprise que nous avons construite mérite mieux. Elle mérite la vérité. Et elle mérite d'être dirigée par quelqu'un qui n'a pas peur d'en porter le poids. » Cette phrase fit l'effet d'une sentence. Étienne sentit le sol se dérober lentement sous lui. Il n'avait plus de terrain à défendre, plus de récit alternatif à imposer. Les preuves, les mots de Julien, la trahison de Marc, tout s'enchaînait avec une cohérence terrifiante. Pour la première fois depuis le début de la crise, il se retrouva réellement seul dans la salle, même entouré. Le président du conseil annonça alors qu'une session de vote exceptionnelle serait programmée dans les prochains jours pour décider des mesures à prendre à la lumière de ces nouvelles révélations. Étienne n'avait plus qu'un rôle d'observateur. Il savait qu'il ne pourrait plus convaincre personne. Pas après ça. À la sortie de la réunion, il croisa Claire dans le couloir. Elle ne le regarda pas, mais murmura en passant « Ce n'est pas Louise qui t'a renversé, c'est Julien. Et toi, tu l'as sous-estimé une seconde fois. » Il ne répondit pas. Il marcha lentement vers son bureau, sans destination précise, comme un homme qui cherche à comprendre à quel moment exact il a cessé d'être maître de son propre empire. Après la réunion du conseil, l'ambiance à Morel & Fils ne retrouva jamais son équilibre initial. Les murs de verre du siège social semblaient résonner autrement, comme si les fondations mêmes de l'entreprise avaient absorbé le poids de la vérité révélée. Étienne, retranché dans son bureau, assistait sans pouvoir l'arrêter à l'effritement de son autorité. Les couloirs qu'il traversait jadis sous les regards respectueux n'étaient ni plus que des couloirs d'ombre, de chuchotements, de silence lourd. Il continuait à venir chaque jour, ponctuel, impeccable, mais chacun savait que son pouvoir avait cessé d'être réel. Il n'était plus qu'une figure maintenue en place par inertie, en attente d'un verdict qui viendrait inévitable. Pendant ce temps, à l'écart de la tour de verre et d'acier, loin de la froideur des réunions stratégiques, Louise découvrait une autre forme d'héritage. Un après-midi, alors que Claire rangeait de vieux cartons empilés dans le grenier de sa maison en Normandie, elle tomba sur une boîte oubliée, coincée derrière une pile de vêtements d'enfants. Elle la reconnut immédiatement. C'était celle que Julien lui avait confiée dans les derniers jours, avant sa disparition. Elle croyait avoir déjà parcouru tous les documents qu'il lui avait laissés, mais l'intérieur contenait quelque chose qu'elle n'avait jamais osé lire, une série de lettres adressées à elle-même, mais aussi à Louise, que Julien avait écrites sans jamais les envoyer. Claire s'assit à même le sol poussiéreux, le cœur serré. Elle appela Louise, qui montait les escaliers quelques instants plus tard, curieuse. Lorsqu'elle entra dans le grenier, elle trouva Claire silencieuse, les mains posées sur une liasse de papier reliée par une ficelle. Elle s'approcha doucement. Claire leva les yeux vers elle et tendit les lettres sans un mot. Louise s'assit à côté d'elle et elles commencèrent à lire. La première lettre était datée de l'année où Julien avait quitté la société. Il écrivait à Claire, dans un style simple mais chargé de tension. Il parlait de ses choix, des pressions qu'il avait subies, des nuits sans sommeil passées à peser le silence contre la vérité. Il disait qu'il ne fuyait pas, qu'il protégeait. Il avouait n'avoir jamais cru que son propre frère le pousserait si loin. Mais surtout,
Il insistait sur la nécessité de préserver Louise. Il avait compris que son avenir ne pouvait pas dépendre de la vengeance ni de la justice humaine, mais de l'éducation, de l'amour et du temps. Dans une autre lettre, écrite 2 ans plus tard, il s'adressait directement à sa fille. Ces mots étaient ceux d'un père qui écrivait à une enfant qu'il ne voyait pas grandir. Il parlait d'elle à travers les souvenirs que Claire lui envoyait parfois, de ses premiers mots, de ses goûts, de ses peurs. Il écrivait pour lui laisser une trace, un ancrage, une explication. Il ne cherchait pas à se justifier, seulement à transmettre. Louise lut les phrases lentement, sans pleurer, mais son visage se refermait à chaque ligne. Elle ne connaissait cet homme que par les récits de Claire, les photos rares et les murmures d'un passé interdit. Le lire ainsi, dans la vérité brute de son écriture, était un choc. Une lettre en particulier laissa un silence profond entre les 2 femmes. Julien y décrivait une journée où il avait hésité à revenir, à tout dévoiler, à affronter Étienne. Il avait même rédigé une déclaration pour la presse qu'il n'avait jamais envoyée. Mais il avait reculé. Par peur, par fatigue, par lucidité, il n'en disait rien. Il laissait simplement entendre que certaines batailles se gagnent dans le silence, à condition que quelqu'un un jour ose prendre la parole à sa place. Louise resta longtemps silencieuse après avoir refermé la dernière lettre. Elle se leva, descendit au salon, s'assit seule près de la fenêtre. Claire la rejoignit plus tard, sans la presser. La fillette tenait encore la dernière lettre dans les mains. « Pourquoi tu ne m'as jamais montré ça avant ?» demanda-t-elle finalement. « Parce que je voulais que tu sois prête. Pas seulement pour comprendre, mais pour décider ce que tu allais faire de tout ça. » Louise hocha lentement la tête. Elle comprenait maintenant. Ce n'était pas juste une affaire de succession, pas seulement une entreprise à récupérer. C'était une mémoire, un fardeau, une promesse. Elle pensait à Julien, à sa solitude, à son exil, mais aussi à la dignité qu'il avait préservée en refusant de se défendre par les armes habituelles. Il avait choisi de parier sur le temps, sur la patience, sur elle. Cette nuit-là, Louise écrivit une lettre. Elle y parla de son père, de ce qu'elle avait lu, de ce qu'elle ressentait. Mais elle n'écrivit pas pour elle. Elle écrivait pour Étienne. Elle ne savait pas encore si elle la lui remettrait. Elle ne savait même pas si elle voulait lui parler. Mais elle sentait que quelque chose devait être dit, même si ce n'était jamais lu. Une forme de dialogue, de reconnaissance, non pas pour l'absoudre, mais pour poser des mots sur ce qu'ils avaient été l'un pour l'autre, sans jamais se connaître. Le lendemain, elle retourna à Paris avec Claire. Le jour du vote du conseil approchait et avec lui la décision finale sur la direction de l'entreprise. Mais dans l'esprit de Louise, ce n'était plus seulement une question de victoire ou de défaite. C'était devenu une question de transmission. Elle ne cherchait pas à prendre la place d'Étienne. Elle cherchait à réparer quelque chose de plus ancien, de plus profond. Elle comprenait maintenant pourquoi Julien avait tant insisté sur la date de ses 10 ans. Ce n'était pas un simple cap légal. C'était un seuil symbolique, un passage où elle devait cesser d'être seulement une enfant protégée, pour devenir celle qui choisit ce qu'elle porte en héritage. Le matin du vote, elle rangea les lettres dans une boîte qu'elle garda près d'elle. Elle entra dans la salle du conseil plus calme que jamais. Étienne y était déjà, assis à sa place habituelle, le visage fermé. Elle le regarda. Il tourna la tête, croisa ses yeux. Il n'y avait ni défi, ni haine. Juste cette tension étrange entre 2 êtres qui portent le même nom sans jamais avoir appris à se connaître. Elle sut alors que le moment venu, elle parlerait. Pas pour gagner, pas pour punir, mais pour que plus jamais leur silence ne devienne une arme. La salle du conseil était silencieuse, mais chaque personne présente sentait le poids écrasant du moment. Tout avait été dit, lu, analysé. Les dossiers étaient complets, les témoignages enregistrés, les preuves irréfutables. Les visages étaient graves, aucun sourire ne filtrait à travers la tension. Étienne, assis à sa place habituelle, n'était plus l'homme que tous avaient reconnu. Il avait le dos droit, le regard fixe, mais plus aucune agressivité dans l'attitude. Ce jour n'était plus celui de la stratégie ni du calcul. Il le savait, c'était celui du jugement. Louise entra avec Claire, comme à chaque réunion depuis que tout avait commencé. Cette fois, cependant, quelque chose avait changé. Elle n'avait plus cette nervosité contenue des premières fois. Elle avançait d'un pas égal, le menton levé, portant dans ses bras la boîte contenant les lettres de Julien. Aucun avocat ne les accompagnait. Aucune figure publique, aucun notaire, aucun huissier. Il n'y avait plus rien à prouver.
Ce qui devait être validé l'avait déjà été. Il ne restait qu'à statuer. Le président du Conseil ouvrit la séance par un bref rappel de la situation. Il lut d'une voix posée les éléments fondamentaux, le testament validé de Julien Morel, la preuve biologique irréfutable de la filiation de Louise, la clause légale du transfert de pouvoir, la gestion temporaire confiée à Claire jusqu'à la majorité de l'héritière, et enfin l'ensemble des pièces présentées au fil des semaines. Il mentionna également les documents exposés par Marc Dubois, la légitimité de leur contenu et l'impact qu'ils avaient eu sur la compréhension des faits historiques. Il conclut en annonçant que le Conseil devait désormais voter non sur la véracité des faits, car plus personne ne les contestait, mais sur la mise en œuvre effective des volontés testamentaires et la transition de pouvoir. Le silence qui suivit fut absolu. Chaque membre du Conseil disposait d'un bulletin. Il devait indiquer par écrit s'il approuvait ou rejetait la reconnaissance de Louise comme héritière légitime et la nomination temporaire de Claire à la présidence, jusqu'à la majorité de la jeune fille. Le vote serait secret. Une urne en verre fut posée au centre de la table, et un à un les membres s'y rendirent. Il n'y avait aucun discours, aucun débat. Ce n'était plus le moment. Étienne fut l'un des derniers à voter. Lorsqu'il se leva, un frisson discret parcourut la salle. Chacun le regardait. Certains avec gêne, d'autres avec respect. Mais tous savaient que ce geste clôturait une époque. Il marcha lentement jusqu'à l'urne, y glissa son vote sans un mot, puis revint s'asseoir. Son visage était impassible. Impossible de deviner s'il avait approuvé ou refusé. Mais en vérité, à ce stade, son vote n'était plus décisif. Le vent avait déjà tourné. Le président du Conseil ouvrit l'urne, accompagné de 2 assesseurs, et procéda au dépouillement. Le temps sembla se suspendre pendant les longues minutes que dura la lecture silencieuse des bulletins. Puis, d'une voix ferme, il annonça le résultat. À la majorité absolue, le Conseil approuvait la reconnaissance de Louise comme héritière de Julien Morel et la nomination intérimaire de Claire Morel à la présidence de Morel & Fils, jusqu'à la majorité légale de l'héritière. Personne n'applaudit. Ce n'était pas une victoire que l'on célébrait avec du bruit. C'était une bascule, un point final à une ère. Claire baissa légèrement les yeux comme si ce poids nouveau qui lui tombait sur les épaules réveillait de vieilles douleurs. Louise, quant à elle, resta droite. Elle ne montra aucune euphorie. Ce n'était pas une revanche, pas un triomphe. C'était l'accomplissement d'une histoire qu'elle n'avait pas choisie, mais qu'elle avait décidé d'honorer. Étienne, immobile, fixa un point invisible sur la table. Il ne parla pas. Il ne contesta pas. Il ne fit pas de commentaires. Mais quelque chose dans son regard avait changé. Il n'y avait plus cette dureté arrogante, ce masque de contrôle permanent. Il y avait une fatigue ancienne, comme si la façade de l'homme inébranlable s'était lentement effondrée sous le poids de tout ce qu'il avait voulu taire. La réunion fut levée dans un silence solennel. Les membres du Conseil sortirent sans se presser. Certains s'arrêtèrent pour saluer Louise ou Claire d'un signe de tête respectueux. Étienne resta le dernier. Lorsqu'il quitta la pièce, il croisa Louise, encore debout, la boîte à lettres toujours entre les mains. Elle le regarda droit dans les yeux. Il soutint son regard. Longtemps, il n'y eut pas de mots. Mais dans ce silence tendu, un message passa. Louise ne l'avait pas vaincu. Elle avait simplement pris la place qui lui revenait. Et lui, pour la première fois, acceptait peut-être cette réalité. Lorsqu'il quitta l'immeuble ce jour-là, il refusa son chauffeur habituel. Il marcha dans les rues de Paris comme un homme ordinaire. Les passants ne le reconnaissaient pas. Il n'avait ni son téléphone à l'oreille, ni son costume impeccable d'apparat. Il marchait sans destination précise, traversant les boulevards, longeant les quais. Il se sentait vidé mais pas détruit, comme si un poids qu'il portait depuis des années venait de se détacher de ses épaules sans qu'il s'en rende compte. Ce soir-là, il ne rentra pas immédiatement chez lui. Il s'arrêta sur un banc dans un square discret et resta là jusqu'à ce que les lumières de la ville prennent le dessus sur les derniers reflets du jour. Il pensait à Julien, à Claire, à leurs années perdues, et à cet enfant, né dans le silence, qui avait mis fin à son règne sans jamais lever la voix. La décision officielle était tombée, gravée dans les procès-verbaux du Conseil, diffusée à l'ensemble des services de Morel & Fils et bientôt relayée par la presse spécialisée. Louise, à seulement quelques jours de son 10e anniversaire, était désormais reconnue comme héritière légitime de l'Empire bâti par son grand-père, consolidé par son oncle
et autrefois portée par son père. Claire avait pris la présidence par intérim, et avec elle, un nouveau climat s'installait dans l'entreprise. Moins de tension, plus d'écoute, mais surtout une attente. Car tous savaient que si Claire gérait, c'était Louise que chacun regardait. Et ce regard n'était plus empreint de doute ni de condescendance. Il devenait attentif, parfois admiratif. Étienne, de son côté, avait accepté la décision sans une seule déclaration publique. Il n'avait pas convoqué la presse, n'avait pas réuni ses soutiens, n'avait pas tenté d'organiser une riposte interne. Il avait seulement quitté son bureau, rendu ses accès et réduit ses interventions à de simples consultations ponctuelles lorsqu'on le sollicitait pour des dossiers anciens ou des affaires techniques. Il n'avait pas disparu, mais il n'était plus là. Une ombre respectée mais muette. Ce matin-là, pourtant, alors que tout semblait se stabiliser, un événement inattendu bouleversa à nouveau la trajectoire de cette histoire. Claire avait convoqué une réunion informelle, à huis clos, avec le conseil restreint. Il n'était pas question de stratégie financière, ni de fusion, ni de chiffres. Louise avait une annonce à faire. La salle était plus petite que celle utilisée pour les assemblées générales. Pas de décor cérémonial, pas de micro, pas de caméra, juste une table, des chaises et quelques documents préparés. Étienne avait été invité. Il avait hésité, mais il était venu. Il n'attendait rien, sinon peut-être une déclaration de gratitude ou de politesse. Il s'était préparé à supporter un discours prévisible, sans aspérité. Mais ce qu'il entendit n'avait rien de cela. Louise, assise entre Claire et le président du conseil, prit la parole sans note, sans support visuel, avec une voix claire et sans hésitation. « Je sais que tout le monde ici attend de moi que je suive un chemin déjà tracé, que je devienne, dans quelques années, une nouvelle dirigeante formée aux chiffres, aux procédures, aux négociations. Je comprends cette attente. Elle est logique. Mais ce n'est pas ce que je veux. » Un silence se fit, d'abord discret, puis pesant. Louise poursuivit calmement. « J'ai vécu dans la rue. Pas longtemps, mais suffisamment pour comprendre ce que c'est que d'être invisible, d'avoir faim, de ne pas savoir où dormir, de ne pas avoir de nom. J'ai vu d'autres enfants comme moi. Certains n'ont pas eu de Claire pour les protéger. Certains n'ont pas eu de père pour écrire leur nom dans un testament. Et c'est pour eux que je veux faire quelque chose. » Claire, surprise, tourna lentement la tête vers sa nièce. Étienne, lui, la fixait sans cligner des yeux. « Je veux que Morel & Fils devienne autre chose, pas seulement un géant de l'immobilier. Je veux qu'une partie de ses bénéfices serve à créer un programme d'accueil, de formation et de réinsertion pour les enfants sans abri. Je veux qu'on ouvre des centres dans les grandes villes, qu'on transforme certains de nos bâtiments vacants en refuges, pas pour faire de la charité, pour créer des chances. » Un murmure s'éleva, mais Louise leva la main et ajouta « Je ne demande pas qu'on le fasse immédiatement. Je sais que je suis jeune. Je sais que je dois apprendre. Et c'est pour ça que j'ai une condition. Pour que ce projet devienne possible, j'ai besoin de quelqu'un qui connaît cette entreprise mieux que personne. Quelqu'un qui sait comment elle fonctionne, mais qui a aussi vu ce qu'elle peut faire de mal quand elle oublie pourquoi elle existe. » Elle se tourna lentement vers Étienne. « Je veux que ce soit toi, mon oncle. » Le choc fut immédiat. Tous les regards se tournèrent vers Étienne. Il ne comprenait pas. Pas vraiment. Il resta figé, les mains jointes sur la table. Puis Louise continua sans détour. « Je ne te demande pas de reprendre ta place. Je ne veux pas que tu sois président, ni directeur. Je veux que tu sois mon mentor. Pas pour que tu diriges à ma place, mais pour que tu m'apprennes. Pour que tu me dises ce que je ne vois pas, ce que je ne comprends pas encore. Et pour que tu restes là, pas comme un chef, mais comme un guide. Parce que malgré tout ce qui s'est passé, tu as construit quelque chose. Et si je veux le transformer, je dois d'abord le comprendre. » Un silence s'installa. Étienne ne répondit pas. Il regardait la table, puis Louise, puis Claire. Son visage était impassible, mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Un éclat de trouble peut-être, ou d'incompréhension profonde. Il n'avait jamais envisagé cette possibilité. Être écarté, oui. Être combattu, oui. Mais être invité à rester par celle qu'il avait tenté de discréditer, de repousser, d'effacer. Claire, qui n'avait pas été informée de la décision de sa nièce, n'intervint pas. Elle sentait que ce moment ne lui appartenait pas. Louise, elle, attendait une réponse. Pas une réponse immédiate, mais une réaction. Elle ne voulait pas l'humilier. Elle ne cherchait pas à se venger. Elle lui tendait une main réelle sans conditions autres que la volonté d'agir pour autre chose que le pouvoir.
Après de longues secondes, Étienne se leva. Tous les regards le suivirent. Il prit la parole d'une voix posée, grave. « Tu ne me dois rien. Je t'ai combattu, ignoré, rejeté. Tu aurais eu toutes les raisons de me tourner le dos. Mais tu me demandes de rester. Pas pour moi, mais pour ce que je pourrais t'apporter. Et tu veux changer l'entreprise pour qu'elle serve ceux qu'elle a toujours ignorés. Si tu es sérieuse, alors tu n'as pas besoin de moi pour y arriver. Mais je resterai. Non pas parce que je crois que c'est mon rôle, mais parce que j'ai peut-être enfin quelque chose à apprendre aussi. » Et sans en dire plus, il quitta la salle, laissant derrière lui un mélange de silence, d'émotions contenues et de respect inattendu. Louise ne sourit pas. Elle se contenta de respirer profondément. Elle n'avait pas tout réglé. Rien n'était simple. Mais elle venait de tracer une ligne nouvelle. Une ligne où deux héritages allaient devoir coexister, non pour se disputer le passé, mais pour construire un autre avenir. Les semaines qui suivirent furent marquées par un étrange mélange de prudence et d'élan. Morel & Fils, longtemps perçu comme une forteresse d'inflexibilité, se retrouvait désormais au centre d'une transition inattendue. Non pas une restructuration imposée par une crise ou un rachat, mais une métamorphose initiée par une enfant et acceptée par ceux qui avaient passé leur vie à défendre l'ordre établi. C'était inédit, c'était déroutant. Et pourtant, cela se produisait. Claire, officiellement présidente intérimaire, s'occupait des affaires courantes avec la rigueur calme qui la caractérisait. Elle ne bouleversait rien d'un coup, mais elle imprimait un nouveau style, plus direct, moins vertical. Elle écoutait davantage, questionnait souvent, prenait des décisions mesurées. Le conseil qui au départ avait accueilli sa nomination avec réserve, constatait jour après jour qu'elle maîtrisait son rôle, même si elle ne cherchait pas à se l'approprier sur le long terme. Son objectif restait clair, préparer Louise à assumer, le moment venu, ses responsabilités. Et c'est justement là que résidait l'aspect le plus inédit de cette période, la présence quotidienne d'Étienne dans l'entreprise. Non pas dans les couloirs du pouvoir, ni dans les réunions décisionnelles, mais dans un bureau plus modeste, situé à un étage intermédiaire, loin des grandes fenêtres et des murs de verre. Il y travaillait seul, sans secrétaire, sans protocole. Il recevait Louise plusieurs fois par semaine, pour de longues sessions où elle lui posait des questions souvent naïves, parfois pointues, et où il répondait, non comme un patron, mais comme un homme qui, enfin, cessait de se protéger derrière l'autorité. Louise, de son côté, n'affichait jamais son statut. Elle se mêlait aux équipes avec une curiosité désarmante, demandait à voir les différents départements, posait des questions sur les projets en cours, voulait comprendre le fonctionnement des services techniques, des équipes juridiques, des opérations immobilières. Certains employés au début la regardaient avec une méfiance polie. Mais peu à peu, cette fillette devenue élève d'un empire leur apparut pour ce qu'elle était réellement. Une présence déterminée, ouverte, qui ne cherchait pas à commander, mais à apprendre. Étienne, quant à lui, vivait cette période avec un mélange de fatigue et de soulagement. Il n'était plus celui que l'on craignait, il n'était plus celui que l'on courtisait. Il était devenu un homme parmi d'autres, invité à transmettre ce qu'il savait, mais sans pouvoir imposer sa vision. Il n'avait pas changé d'un coup. Son orgueil, longtemps nourri par les conquêtes et les victoires, résistait encore, mais quelque chose avait cédé, peut-être parce qu'il n'avait plus rien à prouver, peut-être parce que, pour la première fois, il se trouvait face à quelqu'un qui n'attendait rien de lui, si ce n'est une honnêteté qu'il n'avait jamais été contraint d'offrir auparavant. Il y eut des tensions, des moments de désaccord, des jours où Étienne se surprenait à réagir durement, à tenter de reprendre la main. Louise ne se laissait pas faire. Elle écoutait, elle réfléchissait, mais elle refusait les vieux réflexes de domination. Un jour, après une discussion particulièrement tendue sur une opération de rénovation dans un quartier défavorisé de Lyon, elle lui dit calmement « Tu veux qu'on applique les mêmes méthodes qu'avant, parce que tu crois que c'est la seule façon de réussir. Mais si on fait tout comme avant, alors pourquoi suis-je ici ?» Étienne n'avait pas répondu. Il était resté silencieux, presque blessé. Mais cette phrase résonna longtemps en lui. Il comprit qu'elle ne remettait pas tout en cause, mais qu'elle voulait ouvrir d'autres chemins. Et il commença lentement à envisager que le succès pouvait prendre d'autres formes. Au sein de l'entreprise, les premières décisions concrètes issues du projet de Louise commencèrent à voir le jour. Un groupe de travail fut constitué pour étudier la transformation de certains immeubles vacants en centres d'accueil temporaire. Une enveloppe budgétaire fut allouée,
non sans débat, à la création d'un département dédié aux projets sociaux. Une charte éthique fut élaborée et pour la première fois, les employés furent invités à y contribuer directement. Ce n'était pas encore une révolution, mais c'était un mouvement, un frémissement. Et ce qui frappait le plus, c'était que ces initiatives n'étaient pas perçues comme des gestes de communication. Elles étaient portées par une volonté sincère, assumée par Claire, incarnée par Louise, et, chose étonnante, soutenue, parfois même défendue, par Étienne lui-même. Ceux qui le voyaient encore comme l'homme d'un autre temps ne comprenaient pas cette métamorphose. Mais il ne cherchait plus à convaincre. Il agissait en silence, avec la rigueur d'un technicien redevenu humble. Louise, elle, continuait d'évoluer. Elle fêtait son 10e anniversaire dans une discrétion presque absolue. Aucun grand événement, aucun discours. Juste un déjeuner familial dans la maison de Claire, en Normandie. Étienne y était. Il n'avait pas été invité formellement, mais il était venu. Il s'était assis à table, en retrait, parlant peu, observant beaucoup. Louise avait soufflé ses bougies, puis s'était levée pour lire à haute voix un passage d'une des lettres de Julien. Elle n'avait pas choisi un message de vengeance ou de tristesse, mais quelques lignes où il parlait d'espoir, de construction, de l'avenir qu'il imaginait pour elle. Personne ne parla après cela. Il n'y avait rien à ajouter. Ce jour-là, Étienne comprit que quelque chose était définitivement différent. Il n'était plus au centre, il n'était plus le moteur, mais il n'était pas rejeté. Il était devenu un maillon d'un projet plus grand que lui. Cela ne lui était jamais arrivé. Et c'était peut-être cela la véritable nouveauté, ne plus être indispensable, mais être encore utile. Les mois passaient, l'entreprise s'adaptait, lentement, mais sûrement. Des collaborateurs de longue date s'en allaient, d'autres revenaient, de nouveaux profils arrivaient, une culture se redessinait. Louise poursuivait son apprentissage avec obstination, sans jamais revendiquer sa position. Elle observait, questionnait, notait, testait. Elle ne voulait pas juste hériter. Elle voulait comprendre pour mieux construire. Et Étienne, chaque jour, entrait dans ce bureau modeste qu'il n'avait pas choisi, mais qu'il avait accepté. Il ne savait pas combien de temps cela durerait. Il ne savait pas s'il resterait jusqu'à ce que Louise prenne officiellement les rênes. Mais il savait une chose. Il n'aurait jamais imaginé apprendre autant en enseignant. 5 années s'étaient écoulées depuis la décision du Conseil, un délai pendant lequel l'histoire de Morel & Fils avait été réécrite, non pas par des acquisitions ou des fusions, mais par des choix d'humanité et de mémoire. Ce matin-là, la grande salle inaugurale du nouveau centre social, sise dans un ancien immeuble réhabilité de Marseille, était emplie d'une lumière douce, tamisée par les persiennes. Les murs, jadis délavés, portèrent désormais des fresques représentant des visages d'enfants. Certains seront désormais ceux-là même que le centre avait accueillis. Au centre de la scène, une estrade simple, en bois clair, adaptée à un discours humble. Sur cette estrade, une fillette de 14 ans, forte de dignité, s'avança pour prendre la parole. C'était Louise. Elle porta son regard sur l'assemblée rassemblée, travailleurs sociaux, donateurs, anciens enfants accueillis, représentants de l'entreprise, mais aussi simples citoyens venus soutenir l'ouverture du lieu. Sa voix, claire mais mesurée, évoqua le nom de tous ceux qu'on avait oubliés. Les sans-papiers, les enfants livrés à eux-mêmes, les familles brisées par la misère. Elle parla de la souffrance, mais surtout d'un avenir possible, bâti non sur la pitié, mais sur la dignité, l'insertion, l'éducation. Elle expliqua comment les premiers programmes du centre, hébergement temporaire, soutien scolaire, ateliers d'insertion professionnelle, ateliers artistiques, avaient déjà aidé plus de 100 jeunes en 2 ans. Elle mentionna la création d'un fonds d'urgence destiné aux familles, en risque d'expulsion, financé pour partie par les bénéfices générés par les projets immobiliers de l'entreprise, redistribués conformément à sa vision. Dans le fond de la salle, un homme se tenait debout, la tête légèrement penchée. Plus vieux qu'à l'époque de la prise de pouvoir, les traits amaigris mais calmes. Cet homme, c'était Étienne. Il n'était plus président. Il n'était plus qu'un conseiller discret, le mentor que Louise voulait pour l'aider à comprendre les rouages du monde qu'il avait lui-même contribué à bâtir. Mais ce jour-là, son regard brillait d'une émotion contenue. Il savait que pour la première fois de sa vie, le nom Morel signifiait autre chose. Non pas pouvoir, mais espoir.
Quand Louise acheva son discours, remerciant non pas les puissants, mais ceux qu'on avait ignorés, il se leva lentement et applaudit. Ses mains ne tremblaient pas, mais ses yeux s'humidifièrent. Ce n'était pas un geste spectaculaire, mais c'était un geste sincère, venu du fond d'un homme transformé. Après le discours, les ruelles de Marseille reprirent leur rythme habituel. Klaxons lointains, voix dans les cafés passant pressés, mais une énergie nouvelle semblait couler sous les pavés. Des groupes de jeunes, encadrés par des éducateurs du centre, quittaient les lieux le regard vif, portant dans des sacs de toile leurs livres, des vêtements propres, parfois un sourire qu'ils n'avaient pas connu depuis longtemps. Des familles, sorties timidement d'une chambre d'hébergement, entraient dans des ateliers de cuisine ou de soutien scolaire, prêtes à reconstruire un avenir. Pour la première fois, Morel & Fils ne se contentait plus de bâtir des immeubles. Ils construisaient des vies. Quelques jours plus tard, dans les bureaux administratifs de l'entreprise à Paris, le conseil se réunit. Mais cette fois, l'ordre du jour n'était pas un plan d'investissement agressif, ni un projet flamboyant. Il portait simplement comme titre « Expansion solidaire ». On discuta de la création de nouveaux centres dans d'autres villes, Lyon, Marseille, Lille, de la reconversion d'immeubles vacants, d'un partenariat avec des associations locales. Les débats ne furent pas vifs. L'élan était là, soutenu par des arguments concrets, retours positifs, stabilité financière, images transformées. Pour la première fois, la rentabilité n'était pas dissociée de la responsabilité sociale. Étienne, assis dans l'ombre, écouta sans intervenir. Il n'avait rien à ajouter. Ce qu'il avait bâti d'un côté servait désormais à réparer de l'autre. Privé des fastes du pouvoir mais libéré de ses chaînes, il acceptait désormais sa position de témoin éclairé, de guide silencieux. Il participait parfois, sur demande, au conseil consultatif du centre, partageant son expérience, ses erreurs, mais sans imposer. Certains employés plus âgés qu'il avait craints jadis le saluaient aujourd'hui d'un simple signe de tête, respectueux et humble. Les jeunes, eux, le regardaient sans peur, sans déférence aveugle, parfois avec méfiance, parfois avec curiosité, mais surtout avec honnêteté. Ils sentaient qu'ils méritaient à peine leur attention, et cela le libérait. Un soir d'hiver, quelques semaines avant la fermeture des comptes de l'année, Louise demanda à Étienne de l'accompagner sur un chantier, un immeuble ancien, situé dans un quartier défavorisé, que le centre allait transformer en foyer d'accueil. Ils montèrent dans l'ascenseur qui grinça, atteignirent le dernier étage, descendirent à pied l'escalier étroit, sali de poussière et de gravats. Quand la porte s'ouvrit, la salle était vide, silencieuse. Dans un coin, un vieux piano bancal, recouvert d'une toile. À côté, des planches de bois, des outils, quelques pots de peinture, rien d'impressionnant. Mais pour Louise, c'était un espace de renaissance. Elle ferma les yeux, inspira l'air poussiéreux, puis se tourna vers Étienne. Elle ne dit rien. Il ne dit rien. Ils se contentèrent de regarder. Dans ce silence partagé, il comprit que le vrai pouvoir n'était pas dans les titres ou les bâtiments, mais dans la capacité à transformer un lieu et un nom en espoir vivant. Quand il revint à Paris, tard dans la nuit, il resta longtemps à contempler les lumières de la ville depuis son bureau impersonnel. Il se souvenait d'un temps où chaque projecteur dressé sur ses immeubles signifiait domination. Maintenant, les lumières qu'il voyait étaient apportées par des fenêtres de foyers d'accueil, des chambres garnies pour des enfants, des salles de classe improvisées. Il sentit une paix qu'il n'avait jamais connue. Ce n'était pas la paix de la victoire, mais celle d'un héritage corrigé, d'un nom retrouvé et d'un destin enfin transformé. Ainsi, l'empire qu'il avait bâti, fondé sur la soif de pouvoir, avait été redéfini par une enfant qu'il avait d'abord méprisée et qu'il avait ensuite guidée. L'héritage de son frère, longtemps ignoré, vivait à travers des visages qu'il ne connaissait pas. La mission de l'entreprise avait changé de nature, adoptant la responsabilité comme fondation. Et pour la première fois, il regardait son œuvre non pas comme un monument de verre et d'acier, mais comme un espace de vie, de réparation, d'espoir. Le nom Morel, taché d'arrogance et de peur, renaissait en promesse de solidarité, d'humanité et de second souffle.